Há 20 ou 30 anos, supermercados, comida pronta e forno de micro-ondas formam a santa trindade de nossa alimentação diária. Como bem sabemos, os ocidentais cada vez menos preparam a sua própria comida. Mas quem faz isso no lugar deles? Quem são esses cozinheiros ocultos que não vemos jamais e dos quais nada sabemos e só compramos o resultado bem embalado do seu trabalho? Como eles fazem para pôr nossos alimentos em caixas e, de certo modo, em cena, que pode ser a nossa casa ou um restaurante? O que eles nos reservam nos próximos anos? Será que vão ultrapassar o limite que separa um passe de mágica culinário da prestidigitação pura e simples? A seguir, uma exploração do mundo da cozinha industrial, dos grandes sacerdotes destas inovações e dos roteiristas de seu futuro. – 2001, uma odisseia no prato. Distribuição Sinapse. Todo ano, em Chicago, nos Estados Unidos, ocorre uma das maiores feiras agroalimentares do mundo, o FMI, do Food Marketing Institute. Aqui, durante 3 dias, os provedores do futuro dos nossos pratos expõem as suas últimas criações. Spicy chicken! Look at that! All right, some low-fat vegetarian pizza. Hello! What I have here is a Boca Burger, which is a soy burger that actually tastes like a burger. There's no meat, 100% meatless. Dick Kevin é uma jornalista especializada. Ela escreve sobre culinária em diversos jornais americanos. About new products. Also, I manage a section called Foods of Tomorrow, which is a section on innovation in ingredient technologies, product development. This is a capellini. This product is pre-cooked, as I say, and it's al dente all the time. Even if you were to put this in a microwave and cook it for 5 minutes as opposed to, say, 30 seconds, you can't overcook it. So it's a special technology that you use with the pasta? That's exactly right. It's a patented technology. Can you tell us a little bit about I can't. Everything that we have in our industry now, I mean, it's convenience. Everybody wants to eat in 5 minutes. It's got to be very quick. They don't want to have to clean it or cut it. It's there. It's done. Okay. Well, thank you, Hank. Thanks for stopping by. Thank you. You're Thanks welcome. again. Bye, Tim. You really have to come and see these bag salads. Hi, bud. It's in a salad, so you just take it right out of the store. You can take your lunch with you. Yeah. And it's got a fork and a knife and everything in it. It's in the bowl. All you do is pour this out. It's not messy. It's great. I mean, this is definitely a meal on the go. Yeah, So you can eat it anywhere. You can take it with you. It's definitely nice to take to work and eat at your desk, and it's all ready, so you don't have to worry about getting a fork from the lunchroom. They don't know how to cook, and they sort of lost that part. So cooking for them is assembling ingredients, and that's what you can do, and that's what a lot of these companies have begun to do. Essa comida rápida que os ocidentais querem comer, mas não preparar, é elaborada na periferia das cidades em imensas cozinhas industriais como esta, a Culinary Food em Illinois, Estados Unidos. Indústrias iguaizinhas a esta existem também na Europa, mas não permitem facilmente a entrada de câmeras de televisão, e há uma razão para isso. Tudo aqui é feito para que você esqueça que a sua refeição individual é preparada em meio a milhares de outras. Alors ce que l'on fait ici, c'est tout à fait au niveau recherche. On est en train de faire un poêlage de viande qui est marinée. Ensuite, on va la marquer avec un genre de grill. On travaille pour l'esthétique. On a une machine en production qui reflète exactement le même dessin, qui va travailler sur un tapis roulant avec l'automatisation du système. Curiosamente, aqui se fala francês, pois o chefe de cozinha, Éric Carré, é, assim como seus ajudantes, nativo do sudoeste da França. Ça, c'est toutes les préparations des recettes qui vont être faites aujourd'hui, avec tous les ingrédients, avec les préparations pour des sauces et tout autre produit.
L'usine est ouverte 7 jours par semaine. On travaille du matin pratiquement 4h30 et la dernière équipe s'en bat sur le coup des minuit. C'est l'équipe de fabrication. Mais l'usine ne ferme jamais, n'éteint jamais les lumières. Pour vous donner une idée, on a approximativement en dessous de 3 à 4 millions de portions par semaine sont fabriquées sous ce toit. Alors on va prendre cette viande après ça et puis la passer dans une petite, un genre de machine à lâcher qui est là. On va aller dans le coin là-bas en faisant le tour et on va passer voir le désochage des volailles. O objetivo final da cozinha industrial é colocar em nossos pratos um alimento igual ao preparado de modo artesanal e individual. No entanto, nada aqui lembra uma cozinha comum. Ça, ce sont des pistes de poulet et qui vont être calibrés et par rapport à leur taille, ils vont être expédiés dans l'un des containers qui se trouve là avec le bras qui va le trier. Alors chaque container a une taille différente et en fonction de sa taille, la caméra lit le poids et envoie chacune des cuisses de volaille dans le container désiré. Uma cozinha industrial não é uma cozinha clássica onde nos limitaríamos a aumentar o tamanho das panelas. Aqui, empregam-se técnicas e utensílios que não lembram de modo algum o que costumamos usar na cozinha. Ça, ce sont des machines pour faire du massage et des marinades. On en a 3 qui contiennent approximativement 1,5 tonnes de produits à la fois. Cette machine est complètement sous vide, c'est-à-dire que ça fait expandre la viande et donc on arrive à absorber la marinade beaucoup plus vite. Autrement dit que si on était dans un environnement normal, dans un genre de conteneur stable, sans sous vide, ça prendrait pratiquement 24 heures pour faire le même résultat. À l'intérieur, c'est pratiquement l'effet d'un tire-bouchon où la viande juste circule comme au travers d'un tire-bouchon sans jamais tomber. Alors ça ici, c'est une poitrine de volaille aux herbes de Provence. On transfère le poulet sur le tapis roulant du four et le monsieur qui est là va envoyer des herbes sur le dessus pour assaisonnement à la main. A Culinary Food não produz apenas comida pronta vendida em supermercado. Sua outra grande atividade é o abastecimento de famosos restaurantes sem cozinha, que são encontrados cada vez mais, tanto nos Estados Unidos como na França. Et on arrive à fabriquer pratiquement le produit exactement comme le restaurateur le désire. La saveur est exactement la même. Et après le produit, bien sûr, au niveau industriel. Mais quand ils sont servis dans l'assiette d'un client, personne ne sait qu'il doit être fabriqué à grande échelle. Parce que la qualité a vraiment été travaillée pratiquement à la perfection. Et si je vous demande le nom des restaurateurs pour lesquels vous travaillez, vous ne les donnez pas? Si, absolument. Je peux me référer à des noms comme le Hyatt, Hilton, Marriott. Tous ces restaurants utilisent nos produits, ça n'est pas un secret, et sont très convoités par ces grosses opérations. Là, le poulet ressort de la machine, toujours sur le tapis roulant, et va être transféré dans une friteuse pour lui donner la couleur extérieure. Alors ça, c'est l'entrée en friteuse ici, et les poulets ressortent ici, où on a fixé la couleur. Oui, mais vous vous en vantez, mais le restaurateur, lui, il s'en vante pas. Non, c'est exact. Le restaurateur s'en vante pas, mais je pense que c'est normal, parce qu'à tout seigneur, tout honneur, je compare ça un petit peu aux cascadeurs dans les films, où c'est jamais la vedette du film qui fait vraiment les cascades, mais c'est le cascadeur sur le côté. Nous, on est les cascadeurs, en quelque sorte. Assim, já que a cozinha é um espetáculo, resta saber se o consumidor engole bem o argumento. I think it's a fact of life, and we got very technical in our food because we could do all these things technologically, and we could make flavors, and we could do all of these things, and food processing became very technical. There's also an art to food, and I think that we're getting back to that now. We're bringing chefs into our food companies, and they're actually creating as well. So I've heard now, I don't know, that there's a little bit of a rivalry going on between the food technologists who are very scientific and then the creative chefs, and trying to put the two of them together in company and get them to work together has been a challenge for some food companies. But that's definitely the trend. I mean, even 40% of But are they real chefs or just virtual computer-generated chefs? Oh, well, we're getting them from France. I don't know. I mean, you tell me. Are you giving us virtual chefs? I mean, is this like a French plot, a conspiracy against the American cuisine? I mean, I don't know. I mean, no, these are graduates of culinary institutes like the CIA and other. I mean, the CIA, so yes. it must be a plot.
The Culinary Institute of America. Oh, it's for the Central Intelligence. No, I don't think they, although they do have a cookbook. De Chicago a Lille, na França. Fabien Perrucat exerce a mesma profissão que Chick Kevin. Ele é jornalista. J'ai pas vu de moule se promener encore. Estamos aqui para visitar a Miam, uma feira agroalimentar fechada ao grande público que apresenta aos profissionais da cozinha os últimos ingredientes high-tech que vão acelerar e simplificar seu trabalho. Mas o espírito com qual Fabien Perrucat faz esta visita é o oposto do de Chick Kevin. Ao contrário da sua colega americana, a questão da autenticidade do seu prato o preocupa bastante. Dans cette base, on rajoute de l'eau et ça vous donne des acrés de morue. Fournisseur des chefs inventifs. Alors là, on est en plein dans l'alimentation du futur. Il s'agit de produits lyophilisés. Ce sont des bases et des préparations culinaires. La salade de pâtes se présente en poudre. On remet uniquement l'eau pour l'hydrater et on sert. Je suis toujours époustouflé par toutes les formes moderne de l'œuf, la poudre de jaune, la poudre de blanc, la poudre de fentier. Alors certains d'entre eux développent des qualités gélifiantes pour la charcuterie, d'autres foisonnantes pour la pâtisserie, etc. etc. Alors l'œuf en poudre, zut, moi c'est ça que il manque un truc. C'est de l'œuf brouillé, frais, nature. Il est salé, poivré, légèrement crémé. Donc on n'a vraiment plus qu'à... Il y a simplement une remise température à faire. Oui. Ou dans un four vapeur, oui, ou alors dans un bain-marie. On a les omelettes. Ben, c'est très révélateur de ce qu'est devenu la restauration. Est-ce que sont devenus les soi-disant cuisiniers? Enfin vraiment, ils ne savent même plus faire cuire un œuf dur, quoi. Un œuf brouillé, non, mais même trancher l'œuf, c'est un travail trop compliqué. Bon, je suis un peu moqueur, mais enfin, ils n'ont pas de cuisine, ils n'ont pas de casserole, que ce soit dans un restaurant ou dans une cantine, tout ce qui compte, maintenant, c'est le temps gagné, le minimum de personnel possible, le fait que les produits se conservent le plus longtemps possible, qu'ils soient totalement standardisés, mais c'est surtout la preuve que ce qu'on appelle des cuisiniers, pour la plupart, n'en sont plus. Alors, il y a ici des gens qui portent des toques, à juste titre, et d'autres qui font semblant, qui se donnent un genre en l'important, mais qui n'ont plus rien de cuisinier. Como que para se desculpar, os representantes da feira organizaram, bem no meio dos estandes de aditivos, um concurso culinário aberto aos jovens talentos. Reunido à parte, o júri é composto de um aerópago de chefes regionais vestidos com suas mais belas vestes sacerdotais, alvas, imaculadas e mitras cintilantes. Quel parfum! Moi, je me compare un peu à Molière. C'est-à-dire que moi, ma plus grande joie, ce serait de mourir en pleine action. Il faut que le client sente que vous vibrez pour lui. Si on ne vibre pas pour lui, ça ne sert à rien de faire la cuisine. Vous n'utilisez pas ces fameux nouveaux produits. Il n'y a rien à faire. Ça vous paraît on va peut-être utiliser ça. Mais c'est un blé alimentaire. Est-ce que vous êtes au premier coup d'œil, vous ne vous laissez pas vous-même parfois tromper en vous disant, avant d'y avoir goûté, ça a l'air d'être du vrai, en fait c'est du faux? Est-ce que parfois en les goûtant même, vous pouvez encore avoir une hésitation? Non. Est-ce qu'on peut imaginer que l'imitation soit si parfaite un jour qu'elle puisse éventuellement... non, parce que l'imitation va être réelle tout le temps. C'est-à-dire que vous aurez 1000 produits imités, ils seront tous pareils. Après, c'est vrai qu'on ressort derrière. Vous n'avez plus le savoir-faire de la personne. C'est-à-dire qu'on va employer des personnes qui vont être payées à l'heure et qui devront faire tant de choses à l'heure. Et puis c'est tout, tandis qu'on ne demandera plus de créativité, même aux petits gars de la cuisine, aux petits marmitons. Aqui estão eles, os novos ajudantes pagos por hora. Este curso de formação profissional tem por título Introdução à Operação da Extrusora. Là, vous verrez que la température, elle va jouer essentiellement sur l'expansion du produit. A extrusora é a novíssima máquina milagrosa da indústria alimentícia moderna.
Centenas de extrusoras estão instaladas na Europa, na indústria panificadora, da carne ou do peixe. Mas esta escola de formação foi o único local que nos autorizou a filmar sua máquina. E se tudo aqui lembra mais uma oficina mecânica do que uma cozinha, isto não é por acaso. Si on regarde un peu dans l'historique de la cuisson d'extrusion, globalement, le départ de la cuisson d'extrusion, c'est le début du siècle avec l'application plastique-caoutchouc. Dans l'alimentaire, globalement, c'est le snacks apéritifs, céréales petit déjeuner, des farines infantiles. On est donc capable, à partir de cette machine, de réaliser l'équivalent de fromage fondu comme on faisait traditionnellement. A extrusora é uma máquina mágica porque é difícil compreender como funciona. Coloca-se a farinha de um lado e retiramos do outro, como vemos, aperitivos prontos para o consumo. O calor do cozimento vem de eletroímãs que geram calor por indução magnética. Maintenant, je vous demande de retirer vos montres parce que vous allez voir, si vous prenez cette clé, le champ, il est... Hein, elle tient presque. Mas o diferencial da máquina está em outro lugar. Graças a este parafuso sem fim, o produto é comprimido a mais de 100 bars, ou seja, 80 vezes mais do que uma panela de pressão comum. Esta pressão jupiteriana obriga as moléculas a se reorganizarem para formar texturas inéditas. L'originalité de cette machine, évidemment, c'est de travailler en très court temps. C'est-à-dire entre le moment où la matière rentre, où elle ressort de la machine, c'est de l'ordre, le temps de séjour est de l'ordre de la minute. Par exemple, en extrusion, dans le domaine de l'alimentation, des débits de 10 tonnes heure sont possibles. Donc ça va permettre, d'une part, un gain de place en termes d'entreprise et de faire en une seule opération un certain nombre de transformations de produits. Evidentemente, a pergunta que nos vem à cabeça é: tudo isto faz parte do processo de cozinhar? Non, je ne peux pas me considérer comme un cuisinier, d'une part. C'est plutôt, je dirais, c'est une conduite de machine qui fait que l'on exprime certains potentiels du produit. Pardon? Attendez, ne le dites pas combien? 546 grammes. A astúcia do cozinheiro, do operador da extrusora, se resume a regular a máquina para influir no sabor ou para tornar o produto final mais crocante. On peut très bien imaginer, à partir de viande séparée mécaniquement, par exemple sur les carcasses de volaille, donc les morceaux, une fois qu'on a enlevé les blancs, il reste toujours un peu de viande, et récupérer ces viandes pour pouvoir le reformer et donner une certaine texture imitant un morceau de viande natif. Mais ça ne fera que imiter. Cette machine, par le biais que c'est une nouvelle technologie, ne fait que des produits nouveaux. L'objectif, c'est de développer, au contraire d'élargir les produits alimentaires. O progresso da técnica alimentar produz pratos novos e sabores inéditos? Pergunta interessante. Para respondê-la, visitamos um consultor de marketing em inovação alimentar, Xavier Terlet. A função de sua empresa é descobrir e catalogar os novos produtos que são lançados em todo o mundo. Ici, voilà un certain nombre de produits. Voilà un produit intéressant, c'est un produit japonais. C'est un produit dans lequel vous avez des fibres de soie. En Angleterre, pour faire manger des légumes aux enfants, eh bien on les aromatise, là en l'occurrence, ce sont des carottes aromatisées au chocolat. Ça marche auprès des enfants. Comme ce produit-là qui est allemand, c'est les frites de couleur. Quand on regarde dans les hypermarchés français par exemple, quand on se balade et qu'on fait ses courses, on n'est jamais extraordinairement surpris par ce qu'on y voit. C'est-à-dire que les nouveaux produits, il y a 1500 nouveaux produits alimentaires par exemple qui arrivent chaque année sur le marché français. Sur ces 1500 nouveaux produits alimentaires, il y en a peut-être 4 ou 5 qui sont particulièrement étonnants. Le gros de l'innovation, le gros des nouveaux produits sont des produits qui sont par nature attendus par les consommateurs. Donc s'ils sont attendus, ils ne sont pas forcément surprenants. Autre produit japonais qui aujourd'hui a son équivalent en Europe, c'est un produit à l'aloe vera. L'aloe vera, c'est des produits que nous on a l'habitude de trouver plutôt dans les cosmétiques, qui a une notion d'hydratation. C'est donc un dessert, un yaourt, il existe aussi en glace, qui rafraîchit, qui hydrate la peau. Voilà, il est là. On a l'équivalent européen qui est arrivé sur le marché belge il y a quelques temps. Et effectivement, c'est quand même le premier yaourt européen avec un visage de femme sur le packaging. C'est la promesse de ce yaourt, c'est d'avoir une plus jolie peau. Il y a deux types d'innovation. Il y a l'innovation qui est perçue par le consommateur, et c'est la véritable innovation, c'est-à-dire celle qui apporte un bénéfice supplémentaire, quel qu'il soit, un bénéfice supplémentaire au consommateur. Et il y a des innovations plutôt technologiques
dont le bénéfice va plutôt du côté de l'industriel, c'est-à-dire que ça améliore ses coûts de fabrication, ses temps de fabrication, ses unités de production, etc. Donc là, le bénéfice est perçu par l'industriel, mais pas forcément par le consommateur. Donc, et ces deux-là sont nécessaires, de toute façon. Est-ce qu'ils s'alimentent l'un l'autre? Ils peuvent s'alimenter l'un l'autre. On peut voir des textures nouvelles arriver sur le marché, sur les plats cuisinés, des liants nouveaux, etc., qui sont des inventions technologiques très poussées et très faiblement perçues par le consommateur, mais le produit en lui-même est légèrement meilleur, légèrement plus onctueux, etc. Donc il y a parfois des ponts de l'un à l'autre, effectivement. Essa fábrica no interior bretão é a Cap du Breton, uma empresa especializada em ingredientes e aditivos, decoração high-tech e limpeza de ficção científica. Por quê? Ter um aborrecimento bacteriano, como se diz no meio, é o caminho mais curto rumo à falência, de tal modo que as exigências dos clientes são draconianas. Nada do que é fabricado aqui se destina ao público em geral, só se fornece para a indústria agroalimentar. A visita foi guiada pelo diretor, obviamente um pouco inseguro de admitir a entrada das câmeras pela primeira vez. Réception matière première, salle de cuisson. Donc la salle, nous arrivons, c'est la salle de cuisson. Avec l'accès direct aux deux frigos matières premières. Ce sont des matières premières carnées essentiellement, avec du gras, des couanes ou des matières premières pour les sauces, avec notamment des champignons lamelles, du beurre, des œufs, des dés de jambon, donc tous les ingrédients nécessaires à la préparation de nos sauces, qui sont donc un nouveau métier dans l'entreprise Cap du Breton aujourd'hui. Ici, nous avons les quais réception matières premières. Une plaque d'oignons ici, donc c'est à partir d'oignons véritables que nous avons donc broyés, puis réassemblés sous forme de plaques pour des applications très particulières comme la brochette. Nous avons le même produit sur base ananas. Ce sont des ananas, ce sont de véritables fragments de tranches d'ananas qui sont recollés les uns aux autres par l'intermédiaire d'un gel qui nous permet d'avoir une présentation en plaque, donc une grande praticité de mise en œuvre pour nos clients industriels qui veulent appliquer ça sur des brochettes notamment pour faire par exemple des brochettes de porc à l'ananas ou des brochettes de dinde à l'ananas. On retrouve de plus en plus d'associations salées-sucrées aujourd'hui dans la cuisine moderne et donc ça convient parfaitement. A Cap du Breton inventou produto incrível. Molho sólido à temperatura ambiente que só se torna líquido quando aquecido. Nem um pouco interessante para o consumidor, mas para a indústria que fabrica comida pronta é uma benção. Donc nous avons ici quelques exemples de produits que nous fabriquons dans l'entreprise. Donc soit une partie de produits de sauce gélifiée présentés sous forme de boyaux, de diamètres différents, avec des compositions de sauce très larges. Alors, à l'état froid comme ça, c'est-à-dire à plus 2, plus 3 degrés, ça a une texture assez ferme, tranchable au couteau. Mais dès qu'on la réchauffe, vous allez retrouver une sauce liquide, nappante, comme une sauce liquide normale. Hein? Ah, ça coule pas? Ça ne coule absolument pas. Donc ça nécessite ici un conditionnement pour donner la forme ronde au produit et son diamètre. Donc nous allons peler ce boyau, vous voyez. Ici, voyez-vous, on va essayer de couper des tranches relativement fines, de 2 mm. Malgré un taux d'incorporation de légumes très important, nous sommes à plus de 50% des légumes dans cette sauce niçoise. Nous allons mettre ces rondelles à fondre au four micro-ondes. Dans quelques secondes, nous aurons une sauce liquide. Mais quel est l'intérêt de ça? L'intérêt d'avoir des sauces tranchables en froid positif, c'est essentiellement pour les gens de l'industrie qui travaillent dans le domaine du pané, qui ont pour métier donc d'assembler des viandes, des sauces ou du fromage, et d'enrober l'ensemble, par exemple, avec une chapelure. La suite du process, elle est où? Donc la suite du process, elle est soit derrière cette porte pour tout ce qui est process en continu, soit derrière cette fenêtre pour le process discontinu. Donc ce sont des locaux que nous ne faisons pas visiter pour des raisons de confidentialité de process. Ce sont des matériels qui ont été conçus, réalisés par l'entreprise, pour une grande majorité. Il faut garder une longueur d'avance et l'entreprise ne peut pas tout dévoiler. Donc là, nous allons assister à la production industrielle de 2 sauces. Une bolognaise sur cette cutter et sur l'autre une sauce tomato ketchup, donc base consommée de tomate.
Qu'est-ce que c'est là-dedans? Là, vous avez donc une préparation carnée à base de viande de porc et de viande de bœuf avec des petits légumes. L'ensemble ayant été cuisiné déjà. Et donc, c'est une présentation congelée. C'est quoi les épaississants dont on parle? Les épaississants sont essentiellement des amidons. Donc des produits extrêmement naturels, extraits du maïs. Chaque fois que je vous demande additifs, je vous sens inquiet. Pas du tout. La seule chose que je tiens à communiquer autour des additifs, c'est que nous utilisons essentiellement les additifs donc, naturels, bien sûr, et puis que nous n'hésitons pas à déclarer l'ensemble des additifs que nous utilisons. Nous utilisons surtout des additifs très ciblés dans le domaine des texturants, au niveau des alginales, pour obtenir cette texture qui reste bien à la cuisson, contrairement à tout ce qui peut exister par ailleurs. Et ces alginales, ce sont en fait des extraits naturels de l'algue. Donc, quoi de plus naturel? Et voici la sauce bolognaise, donc nous venons de terminer, avec un mélange parfait des marquants de viande dans leur sauce. Qu'est-ce que je peux filmer là? Le bac qui monte et la sortie des boyaux. Là, nous arrivons donc en fin de réchauffage de cette sauce. Nous allons pouvoir constater qu'elle est passée du stade rondelle à un stade pâteux. Dans le cas présent, c'est une sauce qui est très pâteuse parce qu'elle a été développée pour une application de garniture sur du produit pané où il ne faut absolument pas qu'elle fuite. Vous pouvez remarquer au passage le taux d'incorporation très important de légumes. Et donc là, le consommateur peut identifier très facilement les courgettes, les poivrons, l'oignon, sans problème. Sem problema, isso é fácil de dizer, pois esta cozinha high-tech que não vemos, que é elaborada a portas fechadas no mais absoluto segredo, gera uma grande ansiedade. O estudo desta angústia social é tema de pesquisa do sociólogo Claude Fischler. J'essaye de comprendre ce rapport extraordinaire que nous avons avec l'aliment, qui est quand même le produit de consommation le plus intime, puisque nous le faisons pénétrer dans notre corps. Même l'automobile, qui est pourtant quelque chose chargé, ça n'est quand même pas aussi intime, intérieur que l'aliment. Donc l'aliment, ce qui est extraordinaire, c'est que nous devons l'avaler. Il faut vraiment, les gens qui nous vendent des aliments, il faut qu'ils nous les fassent avaler, littéralement. Quand j'interroge les Français, mais aussi d'autres populations aujourd'hui, par exemple à l'occasion de la crise de la vache folle, la première chose que j'entends, c'est « on ne sait plus ce qu'on mange ». La première chose que je fais, moi je regarde ce qu'ils y mettent dedans pour la conservation. Les tout ça, les antioxydations. Antioxydants. Oui, alors vous voyez tout ça, moi, ça me fait peur. Le seul problème de l'innovation, c'est que, elle introduit des inconnus dans des choses que nous faisons pénétrer dans notre corps, et on n'a pas tellement envie de faire pénétrer des choses qu'on ne connaît pas dans son corps, c'est aussi simple que ça. Et deux, elle est le plus souvent incapable, ou trop souvent incapable, et pour cause, de nous convaincre que c'est pour notre bien. Tout ce qui est fabriqué en usine, c'est vrai que ça me fait peur. Même si on réintroduit dans ces éléments, dans ces aliments, des éléments qui sont essentiels, par exemple de l'oméga 3 ou des vitamines ou des fibres. Ça me plairait de voir faire. J'aurais bien aimé. Si on réfléchit sur la nourriture de l'avenir et sur le rapport à la nourriture de l'avenir, nous voyons que l'aliment devient une sorte d'objet comestible non identifié. C'est pas un ovni, c'est un okni. Et cet objet comestible non identifié, il nous pose, il nous confronte, en somme, il nous met devant cette question du qu'est-ce qu'on mange. On ne sait pas ce qu'on mange, donc qu'est-ce qui va nous arriver? Esta ansiedade do público preocupa aqueles cuja função é procurar uma receita milagrosa para detê-la. Daí, surgem grupos interprofissionais de reflexão diante dos quais se apresentam sociólogos, psicólogos e consultores diversos. J'espère que toutes les informations que vous aurez aujourd'hui seront intéressantes. Este é o grupo PAI, sigla de Produtos Alimentícios Intermediários. O orador principal de hoje é Grontan Gueillot.
Ele vem relatar sua experiência de comercialização de um aditivo totalmente novo, de alta tecnologia, o Activa. Vous savez qu'en matière alimentaire, tout ce qui est nouveau, c'est douteux, c'est pas bon, etc. Donc la grande difficulté pour vous, ça sera de faire avaler la pilule, si vous me permettez l'expression. Je vais passer la parole à Gontran Gaillot. Plusieurs personnes d'entre vous, j'imagine, sont au courant d'un produit qui arrive sur le marché français, qui est la transglutaminase. C'est une des utilisations. Vous avez des pièces de viande, vous mettez l'enzyme, vous attendez 2 heures, l'enzyme retravaille entre toutes les pièces de viande, va reconstruire les ponts protéiques, et donc après, vous allez avoir une seule pièce de viande, ou ce qui apparaîtra comme une seule pièce de viande. Da teoria à prática. Gontran Gaillot encontrou-se com os técnicos de uma empresa de alimentos em conserva, nos quais ele confiou para testes algumas doses de Activa, o nome comercial da transvitaminase. Oui. Oui. De toute façon, si l'enzyme ne fonctionnait pas, vous n'auriez pas eu de réaction sur le saumon. C'est le même produit, de toute façon, que vous avez testé. Normalement, ça marche. Mais puisque ce que je vous propose, on va faire un test à 1 et un test à 0,8 à la rigueur, et puis on va descendre. Parce que d'après ce que vous me dites, tout est bon. Sur le bœuf, on a fait des essais, enfin c'est déjà fait d'ailleurs, il y a la Belgique qui a produit maintenant un rôti de chute, enfin de morceaux, et qui a, où la barbe, ils ont même collé la barbe de lard. Donc ça veut dire que c'est faisable. Os açougues industriais sofrem uma tal pressão sobre os preços que nada, absolutamente nada, deve ser perdido. Ça réagit tout de suite, on sent déjà. Oui, mais ça vient que de la viscosité de la poudre. Il y a une prise d'eau superficielle de la poudre, ça peut donner une impression de collage. Et ça sera un collage qui disparaîtrait aussitôt dès que l'humidité approche. A experiência de hoje tem por objetivo convencê-los de que se pode fazer um bifão com pequenos pedaços sem que ninguém se dê conta. No meio, isso se chama valorizar as sobras. Portanto, uma vez que os pedacinhos de carne estejam impregnados de Activa, só falta comprimi-los a vácuo em uma embalagem plástica e depois colocá-la no frigorífico por 2 horas. Vous allez en mettre 2 au frigo et on va regarder 2 à température ambiante que vous mettrez dans 2 heures. Je vais prendre les 2 autres si vous voulez. Comme ça on verra si jamais il y a vraiment eu une différence dans la réaction, le temps de la réaction enzymatique. 2 horas de frigorífico mais tarde. Essayez de couper une petite tranche là. Regardez si vous voulez. Là on doit pas être loin de la liaison quand même. Enfin, je sais pas quelle est votre opinion. Oui, moi non plus je connais pas trop le produit, alors c'est pour ça que je votre avis. Oui. La réaction qui a été engagée par l'enzyme est une action de liaison. La liaison, une fois effectuée, une fois que l'enzyme a catalysé la réaction de liaison, vous pouvez cuire, frire, couper, congeler, peu importe. Vous avez quoi en température? Vous êtes à 2 degrés. Essayez de le garder quand même, parce que la meilleure des polymérisations, c'est vers l'ordre de 4-5 degrés quand même. C'est ce que je vous avais dit quand on s'était rencontrés. Ouais. Enfin, là, pour moi, je vous avouerai que je considère que c'est pas une mauvaise liaison. C'est-à-dire que c'est pas encore l'optimum. Evidentemente, ser testemunha deste tipo de mágica suscita algumas interrogações. Isto é isento de perigo? É legal? Voltamos ao grupo PAI, onde trouxemos uma advogada especializada, a doutora Contrelice. Forcément rapidement la réglementation en matière de produits nouveaux qui est terriblement complexe. La mise en marché de ces produits doit faire l'objet d'une autorisation préalable. Il apparaît qu'il y a, et là je fais une parenthèse parce que juridiquement ce que je vais dire n'est pas exact, mais psychologiquement je dirais je le perçois comme ça, il y a une espèce de présomption de nocivité à propos de ces produits
qui fait que le législateur a considéré que, contrairement aux produits traditionnels qui sont mis sur le marché normalement, soumis à des contrôles a posteriori, etc., là c'est l'inverse. On vous dit attention, ce produit est a priori suspect et donc à l'opérateur de prouver que son nouveau produit ne pose aucun problème en matière de santé et plus largement de nutrition. Au niveau de l'autorisation, ça c'est la première page du dossier qu'on a chez nous. Le dossier est présenté à la DGCCRF. Le DGCCRF va saisir le CSHPF qui va demander l'avis au CGB, génie génétique, au CGB, au CGG, génie génétique, CGB, génie biomoléculaire. Maître Coutrelis, si je me trompe, vous me ferez part. En fait, tout ce travail, c'est pour obtenir ça, une lettre de la DGCCRF. Em outras palavras, a Direção-Geral da Concorrência, Consumo e Repressão a Fraudes. E esta carta vale ouro, pois autoriza que o pó miraculoso de Gontran Geilo entre no mercado. A DGCCRF é um departamento do Ministério das Finanças que cuida dos dossiês administrativos, mas não faz diretamente vistorias técnicas. Para isto, ela conta com uma rede de centenas de laboratórios científicos que existem na França, como este da Escola Veterinária de Toulouse, a de Denis Corpet. La moitié de mon temps, c'est d'enseigner aux étudiants vétérinaires la sécurité des aliments. Et puis deuxième fonction, c'est de diriger un petit laboratoire, aussi de sécurité des aliments, qui essaye de prendre de l'avance pour que ce qu'on donne aux gens soit bon à manger et ne soit pas toxique. Vocês se lembram do aditivo gelificante que era utilizado na Cape du Breton? Ce sont en fait des extraits naturels de l'algue. Donc quoi de plus naturel? O estudo destas substâncias, cujo nome científico é carragenina, é a especialidade de Denis Corpet. Alors ça, c'est des rats donc, qui n'ont pas de microbes, des rats germ-free, donc qui sont axéniques, ça s'appelle en français. Ils sont gardés dans une espèce de bulle, là, vous voyez cet isolateur, et ils vont nous permettre d'étudier si les carragénades sont toxiques ou pas. Alimentar estes ratos com substâncias das quais se quer provar a inocuidade ou, ao contrário, demonstrar sua toxicidade, é o método clássico utilizado por todos os laboratórios que participam da rede de vigilância sanitária da DGCCRF. Pour interdire un produit produit par l'industrie, il suffit qu'il y ait des manips de labo. C'est-à-dire si on prouve sur des cellules ou sur des rats que ça a un effet toxique, ça sera interdit. O problema é que o resultado das experiências raramente é claro e nítido, como demonstra a edificante história das carrageninas. On va vous montrer ces carragénades. De l'eau et des carragénades, c'est de la gélie. Les Anglais, ils mangent ça au dessert, hein, sauf que c'est rose ou vert. Ça sert à gélifier les aliments. Alors pourquoi est-ce qu'on aime les aliments gélifiés? J'en sais rien. Mais moi, si vous me donnez du flan au caramel et qu'il est liquide, je trouve pas ça bon. Et s'il est solide, s'il tient dans la cuillère, je trouve ça bon. Alors, il y a plein de produits qui sont gélifiés. Ça s'appelle du E407. Denis Corpet injeta em seus ratos uma forte substância cancerígena. Depois, quando o câncer estiver avançado, ele alimenta alguns ratos normalmente e empanturra outros com suas famosas carrageninas. Donc c'est des petits rats qui sont très gentils, et ça nous fait beaucoup de peine de leur donner le cancer, mais on se dit que si jamais ça arrive à sauver des enfants, ça vaut le coup tout de même. Et bien ces rats-là ont plus de cancer que les rats qui mangent de l'aliment témoin sans carragénane. Donc apparemment c'est ce qu'on appelle un promoteur du cancer, c'est-à-dire ça fait pousser les cancers plus vite. Em outras palavras, as carrageninas aumentam o câncer existente, mas não o provocam. Ambíguo, não é? Esperem, o capítulo da incerteza ainda não terminou. Je me demande si la souris est un bon modèle pour l'homme. Alors, il y a un petit jeu de mots d'abord parce que cette charmante jeune fille peut être considérée comme une souris. Mais moi, de façon plus profonde, je me demande effectivement si tout ce que je démontre chez le rat, est-ce que c'est vrai chez l'homme ou pas, et j'en sais rien. Un truc qui est vraiment mauvais pour l'homme, je pense que ça sera aussi vraiment mauvais pour les rongeurs, le rat ou la souris. Hein. Mais pour les carragénanes ou pour l'effet de la viande ou pour l'effet de tout un tas de choses que j'étudie, j'ai toujours ce petit doute. Contudo, quando os trabalhos de Denis Corpet foram publicados, provocaram artigos alarmistas na imprensa, todos com base na mesma simplificação ousada. As carrageninas provocam câncer. Mas quando perguntamos ao principal interessado se é necessário proibi-las, ele responde: D'après mes travaux, non. Puisque chez les rats à fleur de rat, ça n'a pas eu d'effet. Mais c'est tout de même quelque chose qui est un peu louche, quoi. Il faut rester un peu attentif à ces carragénades. Mais ce n'est pas un problème majeur, parce que les problèmes majeurs, on les connaît déjà. Hein. C'est que souvent les gens ne mangent pas assez de légumes, pas assez de fruits, et puis qu'ils fument trop. Hein. Et les carragénades, s'ils ont un effet,
je sais pas, si je fais des cours, moi, des étudiants, et alors ils sortent de là, les additifs, ça leur fout la trouille. Et, je sais pas, ils mangent des biscuits, par exemple, ils regardent s'il y a du E quelque chose dedans. Est-ce qu'il y a du E407 dans mon biscuit? Et puis ils allument une clope. Je leur dis, attendez, si vous fumez, pas d'affolot, vous pouvez manger tous les E de la Terre, ça vous fera jamais rien. Maintenant, si vous êtes très très attentif à votre santé, que vous mangez tout bien, que vous mangez, que vous faites du sport et tout ça, alors là, peut-être que dans le une chance sur 1 million qui vous reste d'avoir un problème, peut-être que l'additif va jouer. Il n'y a pas sur le marché actuellement de produits dont on ait la quasi-certitude qu'ils soient toxiques. Il n'y en a aucun. Dans l'état actuel de nos connaissances. Mais je ne peux pas être aussi affirmatif parce que je sais qu'il y a 20 ans, par exemple, on en a interdit un certain nombre qui étaient autorisés avant. Et il y a 23 ans, peut-être que j'aurais dit, ah, ils ne sont pas toxiques. Et puis il y a 20 ans, on a dit, ben, finalement, on les enlève. Mais il n'y a actuellement aucun produit qui, si on le donnait à 100 personnes, donnerait un effet visible. Ou à 1000 rats, donnerait un effet visible. Aucun produit n'est actuellement autorisé comme ça. En France, c'est vrai que les gens se méfient de ce qui est moderne, mais pour ce qui est en tout cas de la nourriture, ils ont tort. Parce qu'il y a 100 ans, les gens mouraient beaucoup, beaucoup plus d'une mauvaise alimentation que maintenant. D'ailleurs, maintenant, on vit beaucoup plus vieux qu'avant. Et c'est en partie parce que la nourriture est meilleure. Tout simplement, il y a moins de cas de botulisme, il y a moins de cas d'intoxication grave. Ce qu'on mange est globalement beaucoup plus sain. Et c'est plus sain parce que c'est moderne, parce que c'est sous cellophane, parce que ça a été cuit dans des conditions contrôlées, parce qu'il y a des additifs qui empêchent les moisissures de pousser. Tout ça fait que c'est plus sain, en gros. Alors il y a encore des choses pas bien, probablement. C'est pour ça que je recherche. Mais on croit que les choses se dégradent, or elles s'améliorent. C'est bizarre. Il existe une sorte de décalage, si vous voulez, entre la façon d'apprécier le risque tel qu'elle est présentée par les experts, leur raisonnement probabiliste, et puis la perception par les non-experts. On pourra les qualifier d'irrationnels tant qu'on voudra, ça ne changera rien à la chose. La rationalité, ça consisterait à essayer de comprendre la réalité des mécanismes en cause et voir que, la méfiance des consommateurs vis-à-vis des produits transformés par l'industrie s'explique par cette distance croissante entre les produits et les mangeurs, le fait que nous ne connaissons rien de leur histoire, que ce sont des objets comestibles non identifiés. 2, par le fait que ce trouble de l'identification des aliments, le fait que nous ne savons plus ce que nous mangeons, on nous offre des compensations pour les contrebalancer, mais ces compensations ne fonctionnent pas toujours bien. A ramificação da indústria alimentícia que pagou o tributo mais alto pela angústia alimentar ambulante foi, com certeza, a da carne. Ela teve o seu Chernobyl sob o nome de mal da vaca louca. Daí ela emprega uma energia considerável no capítulo das compensações simbólicas. Bem-vindos ao reino da rastreabilidade. Os abatedouros Soviba, próximos a Angers, cedo, de manhã bem cedo. A cada dia chegam várias centenas de bovinos, todos acompanhados de sua carteira de identidade pessoal exclusiva, o DAB, documento de acompanhamento bovino. Chaque animal a un numéro à 10 chiffres que l'on appelle le numéro IPG, qui est en fait un numéro unique identifiant directement l'animal, un petit peu comme nous, notre numéro de sécurité sociale. Uma leve contrariedade mais tarde. As carcaças iniciam a lenta progressão na cadeia de desmembramento. Nous relevons en fait les 2 numéros de boucle de l'animal. Donc le numéro qui est en fait le numéro chronologie d'élevage et un numéro qui est son numéro national. Ces 2 informations nous servent à recouper l'animal carcasse sur la chaîne d'abattage avec les informations du DAB, sa carte d'identité. Neste abatedouro, há mais de 300 microcomputadores instalados por toda parte. Assim, não é de se espantar que o diretor de informática nos acompanhe. Donc ici est assurée la mise en quartier de chaque animal. Donc ici, nous pouvons voir apparaître sa date d'entrée, son heure d'entrée, son poids. Donc la race, ça a le code race du père, le numéro cheptel, éleveur, naisseur. À medida que o bovino se parece cada vez menos com um animal e cada vez mais com um bife, as etiquetas de código de barras se multiplicam. Donc, ici,
un produit. Sur chaque produit, en fait, est imprimée une étiquette, la dénomination de produit et un code à barre. Lors de ce code à barre et avec ce code à barre, on peut retrouver l'ensemble des informations de traçabilité du produit. Se a França fosse os Estados Unidos, este implemento tecnológico bastaria por si só para tranquilizar o consumidor. On va insister sur l'étiquetage informatif, c'est-à-dire on va dire, on va vous expliquer sur une étiquette, jusqu'à la dernière molécule, tout ce que ce produit contient. Mas na França é preciso levar a coisa pouco mais longe. Notre utopie, c'est plutôt une utopie rurale en France. Ça serait de dire, voilà, on ne va pas vous dire ce qu'il y a dans les aliments, ou alors pas tout, ça serait trop ennuyeux, ça ne vous intéresse pas. Ce que vous voulez savoir, c'est si c'est bon, et on va vous dire d'où ils viennent. On va vous dire dans quel terroir ils ont poussé, on va reconstituer en somme ce lien qui a disparu, et on va vous dire qui l'a fait, on va personnaliser, on va vous présenter le monsieur qui a un beau béret, qui a fait pousser ce produit magnifique, ou qui l'a élevé, et vous vous sentirez rassuré parce que vous serez, en somme, renvoyé, précipité dans ce qui est finalement votre identité réelle et fondamentale, c'est-à-dire la campagne, la nature, la paysannerie française. Uma lição de psicologia social entendida perfeitamente pela Soviba, cujo departamento de informática mantém um extraordinário site na internet, ao qual são ligados todos os supermercados que comercializam seus produtos. Sur l'étiquette, vous avez un numéro ici de lot. On va le taper sur cet ordinateur. Et à partir de là, vous connaissez toute l'origine de la viande bovine. Donc ici, j'ai l'ensemble des informations en fait, qui ont été scannées à l'entrée de l'usine de traçabilité. Donc là, je découvre eh bien, qu'elle est née dans le Maine-et-Loire, dans le département 49, qu'elle a 36 mois, donc c'est une jeune vache, ainsi que les informations concernant l'élevage, donc ce qu'on appelle le numéro de cheptel dans notre métier. Elle a été nourrie dans combien d'hectares, tout ça, jusqu'au moment qu'il arrive dans votre assiette. L'alimentation a été constituée d'herbes et de fourrages produits sur l'exploitation. Je situe ici directement le Maine-et-Loire sur la carte de la France, et en identifiant en fait l'adresse, le nom et l'adresse de l'éleveur. Donc ici c'est monsieur Claude Lambert, et donc pour finir dans la partie traçabilité, donc là je découvre la photo de monsieur Claude Lambert, ainsi que les principales caractéristiques de son exploitation, qui fait ici 78 hectares et qui a un cheptel de 40 animaux. Le but en fait... Manifestement c'est très pensé psychologiquement, c'est-à-dire quand vous mettez la photo de l'éleveur par exemple, vous avez dû y réfléchir à ça. Exactement, donc le but est de créer un lien directement de la fourche à la fourchette ou de la fourchette à la fourche, donc et en fait de dire, eh bien, d'un produit j'essaye de remonter directement à l'éleveur, donc l'homme, et donc là, au travers de ce système-là, on offre un moyen qui est un petit peu virtuel, qui est basé sur une nouvelle technologie, en fait de mettre à disposition l'éleveur vis-à-vis du consommateur. L'autre moyen aurait été de déplacer l'éleveur dans le rayon boucherie, mais en fait, bon, on se rend compte que c'est difficilement pensable 7 jours sur 7, eh bien, nous avons créé un moyen de mettre à disposition l'éleveur vis-à-vis du consommateur. Ben c'est ça, les cartes qui suivent l'animal, où qu'il aille. Vous pensez que c'est utile, inutile? Non, c'est très utile pour rassurer le consommateur. On a tout intérêt, on a tout à y gagner pour nous. Hein. C'est une affaire de confiance entre le producteur et le consommateur. Et ça, il faut pas longtemps, il faut une journée pour la perdre, mais il faut plus d'un an pour la reprendre. No fim das contas, evidentemente, a realidade se encarrega de desmentir toda esta brilhante encenação. Le prix de mon rumsteak, là. Ah, c'est pour voir le prix. Ouais, attendez voir. Ah bah non, c'est pas ça, carte numéro 1, c'est sur la banquette. Quel numéro faut rentrer? Le numéro de l'eau, je crois. Ça va être ça, hein. Et alors je mets et j'appuie sur sommaire, non? Non, je crois que c'est pas comme ça que ça marche. Oh, écoutez, je laisse tomber, hein. Allez, on fera. Deste passeio junto aos cozinheiros do futuro, resta um sentimento. No grande jogo da alimentação moderna, o pior ameaça, mas não é certo. Há 50 anos nos prometeram pílulas para tudo, mas não foi isso que produziram. Os doutores Folamour da área agroalimentar desdenharam as técnicas tradicionais e o gosto do benefício não conseguiu superar aquele do prazer de comer. Se há uma moral em tudo isso, é que a fome não justifica os meios.
You take a little tablet, put it on a plate, put a drop of water on it, and look, a full-course dinner. That's wonderful. Give me some of them pills. Now, where's the water? Do something! Where am I? You're in a modern kitchen. Versão brasileira Audio News.